Merci beaucoup Madame Kolinka d'être ici aujourd'hui, merci de répondre à nos questions. Je sais que vous nous avez parlé de Simone Veil pendant votre conférence. Est-ce que vous avez croisé d'autres déportés célèbres devenus par la suite? On était tous célèbres. Simone est devenue célèbre parce qu'elle est devenue ministre. Par contre, il faut reconnaître qu'elle n'a jamais oublié qu'elle a été déportée. Alors moi, j'admire Simone parce qu'elle pouvait être en présence de présidents et bien quand une déportée s'approchait pour lui dire bonjour, président ou pas président, elle le quittait pour aller retrouver sa camarade de déportation. Bravo à elle. Est-ce que vous vous souvenez comment était organisé le camp en termes d'accessibilité et d'architecture? Ah non, alors là vous me posez trop... Ça c'est vraiment des questions. Ce que je pourrais vous dire, c'est... On rentre par une porte et puis vous avez devant vous une étendue de superficie, de baraques à perte de vue, vous voyez des baraques. Est-ce que vous vous rappelez à quoi ressemblait une journée typique dans le... Ah ben ça alors je peux vous donner, c'est très facile pour moi, j'ai qu'à fermer les yeux et j'y suis. Le matin on vous réveille, il est 3h30 du matin, 4h du matin, il faut immédiatement être dehors à l'appel. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous n'avez pas le temps. Alors la première fois, on vous a habillé, vous êtes mal habillé, mais on ne dort pas tout habillé. Donc vous avez enlevé vos affaires. Comme vous n'avez rien pour accrocher vos affaires, vous les avez pliées, vous les avez mis sous vos têtes. Mais sous vos têtes, vous avez déjà vos chaussures aussi. Donc vous avez sous vos têtes vos affaires, vos chaussures. Il faut que tout de suite, dès que le réveil, on a allumé les lumières, il faut tout de suite être dehors. Bon, ben vous êtes en retard. Et comme vous êtes en retard, vous recevez des coups. Alors la fois d'après, ben vous avez compris, il ne fallait pas vous déshabiller. Donc je ne me suis, dans mes souvenirs, à Birkenau, je ne me suis jamais déshabillée. J'ai toujours travaillé, dormi avec les mêmes affaires. Ces mêmes affaires n'ont jamais été lavées. De temps en temps, mais je ne sais même pas non plus quel rythme. Est-ce que c'était tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les mois? Je ne m'en souvenais pas. On vous mettait nu, on prenait vos affaires, ça passait à l'étuve, et malheureusement, quand ça passait à l'étuve, quelquefois vous aviez réussi à avoir quelque chose qui n'était pas mal, eh bien le paquet se défaisait, et ben, vous avez perdu ce que vous aviez qui n'était pas trop mal. Voilà, ça c'est les souvenirs que j'ai. Et donc comment vous avez réagi après avoir découvert les expériences qui étaient menées? Je n'ai pas réagi du tout, on est toujours contente de ne pas avoir subi. Ce qui intéressait beaucoup les officiers, c'est que les gens qui avaient des situations bizarres, par exemple les jumeaux, ça les intéressait, les gens qui avaient des becs de lièvre, les gens qui étaient bossus, ça les intéressait justement pour leur expérience. Mais ça, est-ce qu'on le savait tout de suite? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu un bloc d'enfants. Ce bloc d'enfants, moi, je ne l'ai jamais connu, mais il a existé et j'ai eu l'occasion, par hasard, d'écouter une jeune fille qui avait été désignée pour les garder, ces enfants. Et elle me racontait que ces enfants n'ont jamais mis le nez dehors. Très, très bien habillés, très bien... on les battait pas, on les chouchoutait, mais ils n'ont jamais mis le nez dehors. C'était la réserve pour m'engueuler, et lui, il s'en servait pour des expériences. Si quelqu'un avait un bec de lièvre, si quelqu'un était bossu, si quelqu'un avait ci ou avait ça, voilà. Et elle était chargée de garder ses enfants, et elle me raconte qu'ils étaient très très bien habillés,
très très bien nourris, les garçons des petits édredons bleus, les filles des petits édredons roses, mais n'empêche que c'était la réserve pour que Mengele fasse ses expériences. Est-ce que vous avez vu ou été à l'origine d'échanges clandestins d'objets dans les camps? C'était pas clandestin. Les échanges, c'était... vous aviez un espèce de petit... Alors, je ne sais pas ce que c'est ce genre d'échange dont vous voulez parler, mais tous les déportés, dès qu'on arrivait, étaient au courant de ce petit marché qui se passait. Après l'appel du soir, il y avait un petit moment où on avait un petit battement. Alors, quelques minutes, je ne me souviens pas exactement, eh bien, ce petit moment avant le coucher, avant le coucher, eh bien, on pouvait un petit peu aller voir une copine ou dans un baraque à côté. Eh bien, c'était ce petit moment-là qui servait pour échanger ce que vous aviez pu trouver, organiser, parce que quand on dit organiser, c'était voler, mais voilà. Alors oui, là, vous aviez un petit moment où vous proposiez aux gens, tiens, moi j'ai ça, et si ça t'intéresse, eh ben, toi, tu me donneras autre chose. Il y avait un petit troc qui se faisait. Pas d'argent, hein, c'était pas question d'argent, c'était, voilà. Et souvent, quand on arrivait, on avait une écuelle pour 5. Alors, imaginez, vous avez 5 rations mélangées, et donc, à tour de rôle, vous allez... il n'y a pas de cuillère, donc on ne peut pas dire chacun va prendre 3 cuillères. Non, c'était l'apé qu'on vous donnait. Alors vous avez celles qui ont des grandes bouches, celles qui ont des petites bouches, celle qui peut rester en apnée pendant quelques secondes, celle qui ne peut pas. Ça fait que selon la personne, elle restait 3 secondes à absorber quelque chose. Donc 3 secondes, elle prend une certaine quantité, alors que celle qui en peut rester que 2 secondes, eh ben, elle en aura moins. Alors, on voulait tous avoir une écuelle pour nous en privé. Ça fait que la première chose qu'on a tous essayé d'avoir, et c'est ce que j'ai eu, alors en me privant de quelque chose, très certainement, mais je ne saurais pas te dire quoi. Cette écuelle, ces écuelles, elles étaient percées. Pourquoi ? Ben parce que si vous avez une écuelle et que vous n'avez rien pour l'attacher sur vous, vous ne pouvez pas travailler avec l'écuelle sous le bras. Donc ces écuelles étaient percées. Là encore, il fallait avoir de la ficelle. Et comment qu'on faisait, je ne sais pas. J'avoue franchement qu'on arrivait à se débrouiller avec tout le truc, à avoir et la ficelle et avoir une écuelle. Moi, je pense que je n'ai jamais été très débrouillarde, mais c'est en me privant de ma nourriture que j'ai réussi à avoir quelque chose. Mais par contre, je n'ai jamais, ça je ne me vante pas, mais j'ai jamais pris une ration d'une copine pour échanger, pour avoir quelque chose. Mais ça s'est fait aussi. Alors je sais que la propagande du parti nazi, elle était beaucoup axée sur le bonheur dans les camps, mais c'était pas du tout le cas. De quoi ? La propagande du parti était axée sur le fait que dans les camps, les déportés se sentaient bien. On voyait dans les films à leur population allemande. Peut-être. Voilà. Moi, j'ai rarement vu des films comme ça. Le film que j'ai vu, je crois que c'était La liste de Schindler, ou alors aussi ce grand documentaire qu'avait fait, mais qui a duré qui était très très long. Comment il s'appelait, je me rappelle. Comment ? Lanzmann. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais du coup, je voulais vous poser la question par rapport à la présence de l'art dans les camps. Il n'y avait pas du tout de place pour l'art à l'époque. Moi, j'ai jamais vu. Par contre, c'est vrai qu'il y a des déportés qui ont dessiné le travail qu'ils faisaient. Ça, c'est très très bien. Je crois que c'est dans le camp des Belges, je crois, mais j'en suis pas tellement sûr. À Birkenau, chaque pays a son étage ou sa baraque, je ne sais pas exactement. Et il y a, je crois que c'est les Belges dont un déporté
à dessiner des travaux qu'il faisait, et c'était tellement véridique que quand je l'ai vu, c'était un travail extraordinaire. Je me rappelle, on avait été désignés, la Capo nous avait emmenés sur un chantier, il y avait une espèce de grand rouleau en ciment, et il était posé sur un chantier. C'était des pierres qui avaient été posées par un autre groupe de déportés, et maintenant ce rouleau était là, il fallait le tirer pour enfoncer les pierres dans le sol. On avait des harnais, la Capo nous emmène à cet endroit-là, elle nous met les harnais sur l'épaule, et puis elle nous explique qu'il faudra tirer quand elle va nous donner le signal. Elle commence, 1, 2, 3, tirer, ça ne bouge pas. Alors elle s'énerve, elle commence à nous taper, et elle tape comme une folle, et elle a beau taper comme une folle, alors il lui prend une idée de génie. Elle va prendre une fille, et elle va la taper devant nous, et cette pauvre femme, est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle était évanouie? En tous les cas, elle était dans un triste état. Eh bien, et on n'arrivait pas à bouger ce rouleau de cylindre. Et ce cylindre, eh bien, quand on l'a vue, cette fille, dans l'état où elle était, le miracle, la peur nous a fait tirer tellement fort que le rouleau s'est déplacé. Il nous avait par la peur. On a fait des choses que jamais on aurait réussi à faire, mais quand on a peur, on le fait. Vous parlez de la peur et de vos sentiments, est-ce que vous vous souvenez si... Comment ? Vous parlez de la peur et de vos sentiments, est-ce que vous... Non, les sentiments, alors je peux vous dire que je ne connais pas les autres, et moi des sentiments, j'en ai plus. Hein. Là, il ne fallait pas demander... je me demande même, et ça je me le demande et je me pose des questions, et je suis presque certaine des réponses, une mère n'avait pas pitié de sa fille, et une fille n'avait pas pitié de sa mère. Elle n'aurait jamais, au début peut-être, le premier jour, le deuxième jour, maman a faim, alors je me prive de ma ration pour lui en donner, ou ma fille a faim, alors je me prive, mais après c'est fini. Après il n'y a plus de sentiments. Après on est transformé en gens, mais je ne peux pas dire on, j'ai tort de dire on, mais moi, oui, j'étais devenue très égoïste. On pense qu'à soi. Et je crois qu'on est tous comme ça. Mais je ne peux pas le dire pour les autres. Hein. Est-ce que vous vous souvenez particulièrement d'un son ou d'une image ou d'une odeur qui vous a marqué ? Non, les odeurs, naturellement, il y a l'odeur du camp, mais ça, je ne peux pas en parler et je ne saurais même pas la reconnaître. Hein. Est-ce qu'il y a un endroit dans le camp qui vous émeut particulièrement ? Allez aux toilettes et puis vous verrez ce que ça donne. Moi, je sais que quand je vais avec des élèves et que je veux absolument montrer cette baraque, c'est quelque chose d'impensable. Comment des êtres humains, par haine, ont-ils pu penser à faire des choses comme ça, à mettre des gens côte à côte, dos à dos, à faire des besoins ensemble. Mais je suis toujours en train de me demander, mais comment ont-ils pu faire ? Eh bien, merci beaucoup, Madame Colonca, il n'y a pas de quoi, c'est gratuit. D'avoir répondu à nos questions, merci beaucoup. Non. Vous savez, ce que je peux vous dire, c'est tout ce qui paraît impossible. La haine des nazis envers les Juifs était telle que tout était possible. On ne peut pas dire c'est vrai, vous avez les négationnistes qui disent que ça n'a pas existé, et vous avez tous ceux qui écoutent, ils ne sont pas négationnistes, mais ils ont du mal à croire, donc ils sont très sceptiques. Eh bien, ce que je peux vous dire, les nazis étaient capables de tout pour se venger des Juifs.
Voilà. Et j'ai eu la chance, moi, de m'en sortir, mais je suis toute seule de toute la famille qui a été déportée pour être revenue. Et quelquefois, c'est un peu pénible. Moi, je raconte mon histoire, les gens m'écoutent, me mettent des noms sur le courage, volonté. C'est de la blague. J'avais pas de courage, j'avais pas de volonté, c'est pas vrai. J'étais morte de peur. Mais on me parle de qualités que je n'avais pas. Eh bien, il y en a tellement qui sont morts à cause de ça. Et moi, je me pavane là, Ginette. Mais par contre, peut-être que quand les gens m'écoutent, eh bien, peut-être que ça permettra, d'abord, ce que j'espère, c'est qu'ils me croient, et ensuite aussi, eh bien, que ça se redise et que, ne serait-ce que s'il y a la moitié de la salle, ou même le quart de la salle qui était là, qui en parle, eh bien, peut-être que on arrivera à faire comprendre aux gens qu'on doit tous s'accepter. Ça, c'est un rêve. J'espère qu'un jour, ça se réalisera. Tâchez de faire des bons, que vos camarades le colportent parmi leur famille, parmi leurs amis, que ça se sache et que ça ne recommence plus. Merci. Voilà, ça c'est mon rêve. Peut-être que ça deviendra comme ça.